Mais Voilà. déjà, j'ai plus de visuel du tout. Je vais reprendre. Hop. Alors, c'est peut-être parce que je vais Ah, partager voilà, l'écran super. et puis, normalement, vous devriez voir mon écran. Ouais. Donc voilà, je vérifie donc que j'ai lancé l'enregistrement pour une mauvaise surprise, mais en principe, donc ce webinaire sera également disponible en replay. Hop, juste voir si si c'est tout bon. Alors, la vidéo, c'est tout bon. Voilà. Donc, comme je l'ai dit à ceux qui étaient là un petit peu en avance pour ce webinaire, beaucoup de personnes abordent ce cours sur la programmation orientée objet en Python. Et parfois, il y a quelques incompréhensions parce que euh, ce cours est noté comme facile, il est relativement court, mais finalement, il passe également en revue une bonne partie des compétences sur l'APO, et ce qui veut dire qu'il est relativement dense. Et d'autre part, il prend des exemples qui sont peut-être pas intuitifs pour certaines personnes, ce qui font que on a des fois l'impression qu'on ne comprend pas ce qu'est l'APO, on ne comprend pas ce qu'est une classe, ou on ne comprend pas l'exemple. Mais du coup, on ne sait pas où se situent nos difficultés. Et l'idée, c'est de parcourir un petit peu ce cours ensemble et donner l'opportunité aux gens de poser des questions lorsque ce n'est pas clair, lorsqu'il y a des problèmes. Et j'essaierai d'y répondre aussi complètement que possible. On n'aura peut-être pas le temps de passer tout le cours, on verra, vu que j'ai une soutenance à 20h30, mais on va faire le maximum pour pouvoir avancer le plus possible. Ok. Voilà, le contexte, donc, c'est le cours de Céline, Découvrir la programmation orientée objet avec Python. Et on va essayer de voir qu'est-ce que cette programmation orientée objet en particulier. On va commencer par qu'est-ce qu'un objet et comment le représenter en Python. Et puisque j'imagine que vous avez tous commencé un peu déjà Python sur le premier cours ou sur la cours sur la programmation en mode procédural, éventuellement déjà commencé ce cours sur la programmation orientée objet, vous avez tous une bonne idée de qu'est-ce qu'une variable, qu'est-ce qu'une fonction, qu'est-ce qu'un dictionnaire, qu'est-ce qu'une liste, par exemple. Donc, ces éléments de base, ces briques de base de Python qui vont nous servir un peu à comprendre et à arriver à la programmation orientée objet. Donc, des objets sont des entités, comme on voit ici, par exemple, une personne, comme on voit une adresse, comme on voit un étudiant, mais on peut aussi considérer une position, une voiture, un ordinateur. Tout ça, c'est des objets. C'est même des objets dans la vie courante. Et nous, on va les représenter comme des agglomérats de propriétés. Par exemple, une personne aura des attributs de nom, de numéro de téléphone et d'email. Et un objet va être également un agglomérat d'actions réalisables sur cet objet. Par exemple, une personne pourra acheter, ici on voit un abonnement de parking ou on passe le parking, ou un étudiant, on pourra tester éventuellement s'il est éligible pour s'inscrire à un cours, ou par exemple également une adresse, on pourra éventuellement avoir une méthode qui sert à la valider, à vérifier qu'elle a la forme correcte. Ah. Est-ce qu'on peut t'interrompre, Thierry, Oui, ou oui, pas, pendant la séance? à tout moment, vous pouvez m'interrompre. Ok, super. Alors, moi, je comprends bien les notions d'indicateurs de variables. Enfin, les attributs, je les interprète comme des indicateurs de variables. Après, là où ça devient un peu plus, comment dire, complexe, c'est d'ajouter les actions. Mhm. Enfin, pour moi, sont vraiment deux notions différentes. Il y a les indicateurs de variables qui permettent de décrire l'objet, Mhm. de le qualifier d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et puis, les actions, de mettre ça dans une même classe, c'est là que après j'ai du mal, moi, enfin, dans le concept, en fait. D'accord. Alors, on va regarder ça et justement voir comment se marient justement ces données et les actions qui portent sur ces données. Alors, pour aller lentement, il faut juste que je retrouve mon fil. Voilà. Donc, ici,
L'idée, c'est que si je représente une personne, alors je vois que des gens. Bonjour tout le monde. Alors, pour représenter une personne, évidemment, on a des données. Par exemple, pour me représenter moi-même, je peux bien sûr utiliser, je vais me représenter très simplement avec mon prénom et en email, ici, donc moi@moi.com. Voilà, et puis on va dire, ça c'est une donnée qui me représente. Si je voulais représenter une autre personne, par exemple ma femme, je pourrais très bien la représenter en dupliquant cette donnée, en tout cas la structure de cette donnée, et en modifiant ces données. Alors ça, effectivement, c'est la partie données. Je pourrais ajouter dans ce dictionnaire autant d'éléments que nécessaire pour représenter mon objet. Maintenant, au niveau des actions, comment ça va se passer? Alors, au niveau des actions, ça se passe avec des fonctions. Une fonction, par exemple, ici, on pourrait imaginer une fonction qui va afficher de manière formatée la personne. Alors, je pourrais très bien, ici, avoir une fonction personne display, par exemple, qui prendrait en paramètre la personne et qui aurait pour job de la formater. Alors, pour formater personne, on va faire en print ici. Et puis, on pourrait simplement afficher le nom. Ensuite, on pourrait afficher l'email. Alors, j'utilise exprès pas les chaînes formatées pour pas perdre les gens qui n'auraient pas l'habitude de le faire. Alors, je construis ma chaîne de rendu ici. Alors, typiquement, ici, on a une logique très procédurale. Typiquement, la logique qui est vendue dans le tout premier cours Python, où on a une donnée, on a une fonction, et pour faire de l'affichage, il me suffit d'exécuter display personne et en argument de cette fonction, lui passer Thierry. Les gars, ils font semblant non rek, xam nga. Mais il n'y a rien. Rien de solidarité, quoi. Pardon? Ñoom déjà c'est une biir. Ils sont pas solidarité. Amul solidarité, c'est une biir, quoi. Tu vois? Pardon? Oui, voilà. C'est pas man de ko gis foofu facture daal gis naa il partage payer les frais xam nga man ba ma demee foofu def naa Alors, Souleymane? et puis laaj naa Alpha ci boppam moom nee na ma libère la ligne, Souleymane. gars yi daal mooy loolu quoi gars yi ñu joxe mais parfois aussi duñ joxe xam nga rek comme d'habitude T'es à l'antenne, Souleymane. xam nga gars yi duñ joxe balaa ma doon ñëw apparemment Yaya waroon na joxewul fallait que moom mu wax voilà, autant pour moi. Alors ici, pour continuer avec mon dictionnaire, mon dictionnaire personne est effectivement passé en paramètre de ma fonction. Alors du coup, je dois y accéder comme en dictionnaire. Personne. Ensuite, non. C'est rien. Je vais parler, mais rien. Voilà. Et personne. Oui, c'est ça. Pardon. Voilà. Non, je vous en prie. Moi, j'ai enfermé mes enfants, hein, donc prenez vos dispositions. D'accord. Il n'y a pas de souci pour moi, c'est simplement que vous allez passer sur TF1 quand on passera le webinaire. Voilà, donc là, typiquement, puisqu'il y avait la question sur l'action, ici, on a une action qui est une fonction qui permet de faire un traitement. Ici, ce traitement, on formate une donnée selon un format décidé, particulier. D'accord. Je peux encore t'interrompre, excuse-moi Thierry, moi je pose des questions comme elles me viennent. Là, tu fais appel à la fonction personne display. Mm-hmm. Et donc, en argument, tu mets personne, mais à aucun moment précédemment, le terme personne n'apparaît.
Voilà, exactement. C'est Donc, ça donc, que bien, ouais. c'est dans le cours sur la programmation procédurale où on voit le principe de fonctionnement des fonctions. Donc là, on n'est pas encore sur la programmation directement orientée objet. Donc, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est un élément de code réutilisable. Donc, le code de la fonction est disponible ici en dessous, indenté d'une tabulation par rapport au début de ma fonction. Donc, cette fonction se compose de deux choses. Elle se compose de paramètres, ici. Donc, ici, j'ai un paramètre personne qui va recevoir une donnée. Donc, ici, je définis cette variable à cet endroit ici. Elle n'a pas besoin d'être définie avant. Ce paramètre-là, on l'appelle paramètre parce qu'il va recevoir un argument. C'est-à-dire au moment où on exécute la fonction, on va lui donner une réelle donnée. Ici, je vais lui passer la donnée Thierry. Donc, à ce moment-là, personne va recevoir la valeur Thierry. Et depuis donc l'intérieur de ma fonction, personne va pouvoir accéder aux données de Thierry, c'est-à-dire personne non va accéder à la donnée, au dictionnaire Thierry et à sa clé non. Personne email va référencer toujours mon dictionnaire Thierry avec la clé email. Donc, je vais bien avoir comme résultat de ce premier appel Thierry et puis moi@moi.com. Lorsque j'exécute cette même fonction une deuxième fois, avec un nouvel argument qui est cette fois la donnée représentant Evelyne, à ce moment-là, Evelyne va être affectée à la variable personne, ce qu'on appelle le paramètre personne. Personne va ensuite me servir pour accéder à la clé non, mais cette fois, je vais personne référence Evelyne et j'accède à la clé non de Evelyne. Pour la deuxième référence, personne accède à Evelyne et j'accède donc à la clé email de Evelyne. Ce qui fait que cette fonction-là m'aura permis d'utiliser ce bout de code à la fois avec la donnée Thierry et avec la donnée Evelyne sans modification. J'ai réutilisé mon code plusieurs fois, mais sans faire de copier-coller, parce que finalement, ce code, je l'ai écrit qu'une fois. Ça, c'est le principe de la fonction. Maintenant, j'ai écrit ici une fonction qui porte sur mon objet. Je pourrais imaginer encore avoir d'autres attributs, par exemple, wallet, qui serait mon porte-monnaie. Et je pourrais très bien dire qu'à un moment donné, j'ai 100 francs suisses dans mon porte-monnaie, tandis que ma femme, bien sûr, elle revient du shopping, donc elle aura probablement plus que 10 francs suisses. Oh, c'est nul. Donc, en Suisse, 90 francs, ça passe très vite. Hein. Alors, du coup, on pourrait très bien avoir donc payé, par exemple, la possibilité de payer nouveau. Alors, j'aurais personne et puis une certaine somme. Donc, je le mets en français. Une certaine somme. Et même chose, je pourrais, alors si Thierry paye 10 francs, je pourrais aller dans personne, accéder à wallet et aller enlever de tout ça. Moins égal va servir à enlever. Et puis, je vais enlever la somme désirée. Ici, je ne fais pas de contrôle sur est-ce que la somme à enlever est plus grande que la somme que j'ai là. Évidemment, je devrais vérifier que je ne dépense pas plus que ce que j'ai. Voilà. Donc là, on a une nouvelle fois une deuxième. Alors, wallet, il ne faut pas que j'oublie les parenthèses là où c'est nécessaire, mais une nouvelle fois, nous avons notre donnée. Notre donnée, c'est Thierry et Evelyne qui ont des attributs qui les décrivent et on a des fonctions qui travaillent dessus. Alors maintenant, essayons de venir un petit peu progressivement à la programmation orientée objet.
Et pour ça, on a besoin de se dire, OK, j'ai des méthodes, j'ai des fonctions, j'ai des données. Moi, j'aimerais finalement les mettre ensemble, puisque de toute manière, ces méthodes display et personne travaillent sur ces données, autant que je les assemble tous dans un même package, que je les mette tous ensemble. Donc, comment est-ce que Python procède pour cela? Alors, puisque plutôt que j'ai ici chacune de mes fonctions qui disent je veux faire un display sur une personne, je veux payer sur une personne, alors pourquoi pas utiliser ce qu'on appelle une classe qui s'appelle personne. Et à l'intérieur de cette classe qui s'appelle personne, je vais réunir les différentes fonctions qui m'intéressent. Donc, je vais réunir cette fonction-là. Donc, on voit que cette fonction, ici, on a bien une fonction. En Python, on va dire que quand cette fonction est à l'intérieur d'une classe, on va l'appeler une méthode. Techniquement, ça représente bien une action réalisée sur Thierry ou sur Evelyne, puisque c'est quelque chose qui va me permettre de représenter une personne. Ensuite, j'ai cette méthode qui me permet d'éventuellement dépenser de l'argent, donc qui va avoir un effet sur mon porte-monnaie. Même chose, je peux aller le mettre dans la classe. À ce moment-là, j'ai une petite redondance, puisque c'est une redondance psychologique. J'appelle ma classe personne, j'ai chacune de mes méthodes qui s'appellent personne quelque chose. Donc déjà, le fait d'avoir tout rassemblé à l'intérieur d'une même entité, je peux déjà me dire, OK, voilà, j'ai une sorte d'ensemble qui réunit toutes mes fonctions agissant sur la personne, c'est dans une classe personne, donc je vais éliminer les préfixes que j'ai ajoutés sur chaque nom de fonction. Donc, à ce niveau-là, nous avons fait un premier pas vers notre classe. Un deuxième pas vers la classe va être maintenant de voir comment une telle classe peut fonctionner. Alors, ici, on avait fait de l'affichage de Thierry et d'Evelyne. On voit qu'on peut faire la même chose. Donc ici, je peux très bien appeler personne.display et lui passer Thierry en paramètre. Je vois qu'il fait exactement la même chose, simplement, plutôt que d'avoir personne underscore display, j'ai une classe personne qui possède une méthode display. Et si je passe ma donnée Thierry à tout ça, ça va fonctionner. Je peux même faire la même chose avec Evelyne pour montrer que c'est parfaitement display. On va y arriver. Non, c'est pas bon. Voilà. Donc, ici, on a appelé notre méthode display sur un objet. OK, donc on a progressé un petit peu, mais ce n'est pas encore finalement extraordinairement différent de ce qu'on avait tout à l'heure, à savoir des données séparées et puis des fonctions. On voit que j'appelle toujours mes fonctions simplement, peut-être que j'ai un petit arrangement cosmétique où j'ai plus besoin de faire ça, mais je remplace le P par un majuscule et puis le underscore par un point. Et au-delà de cette cosmétique, pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose de plus. Alors, regardons encore, essayons d'avancer sur cette programmation orientée objet. Alors, un autre élément qu'on peut ajouter, c'est la possibilité de construire mes objets. En effet, pour l'instant, quand j'ai voulu créer Evelyne, j'ai copié mon dictionnaire de cette manière-là et je l'ai également, je l'ai copié et j'ai changé chaque clé de ce dictionnaire. Alors, pourquoi pas essayer d'intégrer un petit peu plus la chose, et je pourrais imaginer deux choses. Je pourrais imaginer une fonction qui s'appelle personneNew, qui ne prend pas de paramètres et qui va déjà retourner un dictionnaire vide, par exemple.
Et je pourrais imaginer, donc ça c'est une première mesure que je vais faire. Et une deuxième mesure que je vais faire, c'est ajouter une autre méthode qui s'appelle personne init pour initialiser la personne avec en nom, en email et en wallet. Et là, vous pouvez voir par rapport à nos discussions sur les paramètres, je décide de créer une fonction qui aura des paramètres ici que j'ai nommés nom, email et wallet. Et ces paramètres, je vais pouvoir les utiliser pour aller initialiser mon dictionnaire. Alors, j'aurai besoin ici, de nouveau, exactement comme les autres méthodes, d'avoir en premier paramètre une personne. Alors, la personne, c'est toujours mon dictionnaire. Et ce dictionnaire, maintenant, je vais pouvoir le construire, savoir personne. Et dans cette personne, je vais ajouter donc en nom, une clé nom. Et ici, j'aurai la valeur de mon paramètre nom qui viendra s'affecter à la clé nom du dictionnaire personne. C'est Même comme chose. créer un data frame en fait. C'est un petit peu, c'est similaire au data frame. Ou alors les data frames sont similaires au dictionnaire Python. Oui. Ou alors, voilà, ils ont vraiment utilisé ici la même logique. Alors, et du coup, wallet, je fais la même chose et je vais l'instancier de cette manière-là. Voilà. Donc, en faisant ça... Il faut que l'ordre soit respecté. Pardon, Non, l'ordre est absolument pas important. Donc, on va l'inverser, juste pour montrer. Ce qui est important, c'est que wallet aille sur wallet, que nom aille sur nom et que email aille sur email. Ouais. Et de ce point de vue-là, maintenant, plutôt que de créer Thierry et Evelyne en allant copier des dictionnaires, finalement, je vais pouvoir le faire de manière légèrement plus directe, pas beaucoup plus directe, mais légèrement plus directe. Et je vais le faire ici. Donc en ajoutant une cellule de code juste pour montrer. Donc Thierry, maintenant, devient personne créer new, je l'ai dit, voilà. Et ensuite, personne init, Thierry. Alors, Thierry, l'email c'était moi@moi.com et puis mon porte-monnaie c'était de 100 francs suisses. Même chose pour Evelyne. Je vais d'abord créer son objet. Ensuite, je vais initialiser son objet avec des valeurs. Alors pour l'instant, le petit gain que j'ai, minime, on verra que ça va gentiment changer, mais le petit gain minime, c'est que c'est un petit peu plus linéaire. Je peux directement créer mes arguments et puis ensuite créer mes objets. Je vois que si je fais ça, mes objets sont créés et je vais essayer de les afficher et je vois qu'ils s'affichent toujours correctement. Puisque j'y suis, je vois que j'ai l'affichage, j'ai le nom, j'ai l'email, mais je n'ai pas encore le montant dans le porte-monnaie. Alors peut-être qu'on va juste ici modifier dans display et peut-être ajouter ici une valeur et puis on va transformer ici personne en chaîne de caractères. On va le wallet. Excuse-moi Thierry, vous m'entendez ? Oui. J'ai une petite question en fait. Moi j'avais l'habitude de mettre la définition de init dans la classe avec 2 barres avant et 2 barres après. C'est ce qu'on va faire, mais en procédant comme ça, je veux lever certaines incompréhensions récurrentes qu'il y a sur le fonctionnement des classes. Mais merci. Tu as tout à fait raison, c'est ce qui va être fait tout de suite. Alors, ici, si j'exécute ceci, je vois que j'ai effectivement alors ça, c'est le bonheur des Jupyter Notebook, c'est que... Oui, je me disais, tu es sur Jupyter, là. Ouais. Voilà, et puis, hop, un petit peu plus visuel.
Alors, voilà, j'ai quelque chose qui n'apparaît pas correctement, mais on va faire avec. Voilà. Donc, alors, du coup, c'est encore plus flagrant. J'ai finalement une donnée, et à cette donnée va être associée finalement plein de méthodes différentes que je peux maintenant effectivement ajouter encore à mon code. Ici, j'ai ma donnée person init et puis j'ai person new. Donc tout ça, puisque c'est lié, la classe me sert à le grouper de manière élégante, ce qui me permet même du coup de supprimer les personnes partout. Donc déjà, au niveau visuel, on a une collection d'actions qui sont liées à une donnée qui représente une personne. Et ça, c'est fondamental. À partir de là, comment adapter le truc? Alors de nouveau, puisque j'ai transformé en classe, on va compléter. Alors ici, personne, point new, et puis personne.init, même chose, personne.new pour Evelyne, .new et personne.init. Donc, on avance sur notre construction de classe. Excuse-moi, Oui. mais là, en fait, tu utilises des méthodes de classe, mais c'est pas encore un objet, si? Là, Si, pour l'instant, non, pour l'instant, on a un dictionnaire. voilà, ça, en fait, on utilise la méthode de la classe pour créer un dictionnaire, mais ça ne sera pas un objet, là, pour le moment. Là. Pour le moment, non. Ok, d'accord. Et, dans 5 minutes à peine, on aura un objet. Ouais, non, mais je vois, c'est juste pour Voilà. Je voulais être sûr d'avoir compris, quoi. Alors, on est bon dans la classe, on crée nos objets et on les affiche. Pour l'instant, je vois que j'ai le porte-monnaie avec. Voilà. Alors, maintenant, une classe, ça ne nous sert pas qu'à ça, effectivement. Ça ne nous sert pas qu'à grouper des trucs et à faire la création d'un objet et la création et l'initialisation de manière séparée, et puis après des appels comme je l'ai fait. Donc, comment est-ce que la classe déjà peut nous aider? Alors, pour l'instant, on a travaillé sur un dictionnaire. Or, une classe n'est pas un dictionnaire. Mais c'est assez similaire, on va voir. Donc, plutôt que déjà dans le init faire les choses de la manière suivante, je vais remplacer le dictionnaire par effectivement un objet en remplaçant l'appel de la clé par un point wallet, par un point nom et par un point email. C'est comme les Donc colonnes. En fait. là, on est pratiquement pareil, mais conceptuellement, c'est différent. Avant, nous avions la clé wallet du dictionnaire personne, et la clé nom du dictionnaire personne et la clé email du dictionnaire personne. Maintenant, j'ai l'attribut wallet de l'objet personne, l'attribut nom de l'objet personne et l'attribut email de l'objet personne. Ceci, je peux le modifier dans toutes mes tous mes systèmes, toutes mes méthodes. Et donc, du coup, je peux remplacer mon personne email ici par personne.email. On va y arriver. Par personne.email, personne.web, pardon, la personne.email et la personne.nom. Non. Voilà. Donc, maintenant, pour avoir un objet ici, j'ai besoin d'avoir un objet ici. Et pour avoir un objet ici, en fait, je dois construire à ce niveau-là un objet. Et pour l'instant, ma méthode new ici, elle me retourne pas un objet, elle me retourne un dictionnaire. Oui. Donc, pour fabriquer un objet en Python, on utilise la classe, c'est une classe qui s'appelle Object. Et cette classe Object possède une
méthode qui s'appelle new avec des underscores et qui ici va me retourner en nouvel objet de la classe personne. Donc ici, nous avons besoin effectivement de passer, on va mettre ça comme ça, classe, on va lui passer un objet de la classe. Voilà, donc on peut même, alors, on va faire ça comme ça directement pour l'exemple. Voilà. Donc à la création, maintenant si je veux un objet, effectivement personne.new va effectivement me créer un objet. Thierry et Evelyne seront maintenant des objets du type personne et posséderont donc un attribut wallet, un attribut nom, un attribut email. Vous devez y voir ici quelque chose de complètement similaire à ce que nous avions avant avec le dictionnaire. Simplement, l'appel se fait différemment. Alors, une chose qui est particulièrement indigeste maintenant, c'est dans la création des objets. On voit que j'ai besoin pour l'instant de faire en 2 étapes. On appelle à new pour créer l'objet et on appelle à init pour l'initialiser. Déjà, j'aimerais simplifier cet aspect-là et j'aimerais éviter de devoir passer par 2 étapes différentes. Et pour éviter de passer par 2 étapes différentes, Python permet de faire la chose suivante, c'est qu'il me permet d'éliminer ces 2 étapes et de passer directement par personne et d'enlever le Thierry ici, du coup. Voilà. Donc, Python me permet donc de directement construire un objet avec cette syntaxe-là, en prenant le nom de la classe, en exécutant cette classe à l'aide de parenthèses et en allant de cette manière-là donner des valeurs aux différents paramètres que nous avons ici. Personne existe ici, mais personne va recevoir directement la valeur de Thierry. Alors, il se passe exactement la même chose qu'ici en dessous. C'est-à-dire que quand j'écris ça, il va y avoir d'abord un appel à new qui va fabriquer l'objet. Ensuite, cet objet va être passé à init en premier paramètre et les paramètres ici vont être passés à la suite. Donc, on aura d'abord construction et ensuite initialisation. Et je peux faire la même chose pour personne, ici. Et cette syntaxe nous permet de créer une personne appelée Thierry et une personne appelée Evelyne. Ou 27. Alors, je ne sais pas si ça s'adresse à moi, mais je ne pense pas. J'entends des personnes parler, c'est pour ça que... Voilà. Alors, du coup, est-ce que, le def new est utile? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de merger donc, le def new n'est pas utile. Voilà, c'est ça. En fait, dans ce mécanisme-là, la construction ou le constructeur, ce qu'on appelle le constructeur, est appelé implicitement. Donc, le def new devient du coup inutile. Donc, on n'a plus besoin de spécifier explicitement la construction de l'objet et il nous suffit de définir l'initialisation. Et pour que Python comprenne que init doit être appelé implicitement à la construction de l'objet, en fait, le vrai nom de la méthode, c'est underscore, ici de part et d'autre. Donc, gentiment, on progresse à ce niveau-là. On peut créer les méthodes et on voit que ici, on a toujours le statu quo, ça continue à fonctionner. Alors, ici, on a effectivement une classe qui fonctionne. Une initialisation qui permet d'initialiser personne avec les attributs wallet, nom et email. Vous pouvez finalement considérer que c'est différent ou similaire à des dictionnaires. Dans les faits, on a quelque chose de relativement similaire, mais on a un endroit naturel pour initialiser les données et on a un endroit naturel pour alimenter finalement avec des méthodes qui servent
qui nous servent à travailler sur ces données. Et c'est ça, en objet, en Python, c'est une entité qui permet à la fois de travailler d'avoir les données et les actions qui travaillent sur ces données au même endroit. Donc ici, personne.wallet. Voilà. Alors encore un petit détail. Ici, ce qu'on a vu, c'est que lorsque j'appelle ces méthodes, je passe en premier paramètre l'objet sur lequel on veut travailler. Donc ici, j'ai initialisé cet objet et ensuite cet objet, je le passe en paramètre de la méthode. Cette syntaxe, elle est similaire à une autre syntaxe plus simple et Python me permet de faire ces deux choses. Soit je prends le nom de la classe, point le nom de la méthode et je passe en premier paramètre le nom de la personne, ce qui est assez logique puisqu'on a la personne ici. Ou alors, Python me permet de manière exactement équivalente de mettre le nom de l'objet sur lequel je veux travailler, point display, et ensuite, rien du tout. Ça veut dire, et Thierry, affiche-toi. OK? La même chose ici, je peux dire à Evelyne de s'afficher. En programmation orientée objet, on dit qu'on envoie un message à l'objet Thierry ou on envoie un message à l'objet Evelyne. Mais en fait, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on a? On a Python qui prend cette syntaxe. Implicitement, il va la transformer dans la syntaxe qui est juste au-dessus, à savoir, il va récupérer la classe, il va appeler la méthode display et il va passer le Thierry en premier paramètre. On voit que ces syntaxes sont exactement équivalentes, donc ça fonctionne exactement de la même manière pour les deux lignes avec Thierry et ça fonctionne de la même manière pour les deux lignes avec Evelyne. Et en termes de lisibilité, par exemple, pour quelqu'un qui passerait derrière le code et qui n'a pas connaissance des classes, qu'est-ce que tu préconises? Enfin, moi, j'aurais plutôt tendance à me dire, vaut mieux mettre personne.display Thierry, parce qu'il y a une désignation de la classe d'appartenance d'emblée, plutôt que... Enfin, tu vois? Alors, ça dépend d'où on vient et qu'est-ce qu'on veut faire. Je vais dire que l'usage des classes, en fait, est omniprésent dans le Python moderne. Sauf peut-être justement dans des domaines, moi je suis un scientifique aussi à la base, donc je viens d'un domaine scientifique où les gens programment d'abord pour que ce soit fonctionnel, que ça fonctionne, et peut-être ont une moins bonne connaissance justement de la programmation orientée objet. Mais dans le monde Python, je dirais professionnel de la programmation, la situation est un petit peu différente. Et du coup, quand on a appris Python, on a forcément appris justement cette partie orientée objet. Et pour le coup, cette syntaxe devient en tout cas la manière la plus lisible d'appeler la méthode lorsqu'on est dans un contexte objet. Aussi parce qu'elle est relativement efficace dans le sens qu'on ne duplique pas d'informations. On va ici simplement prendre un objet et on va lui dire, on va lui indiquer de faire une action. Et la logique, elle est un petit peu différente de la logique procédurale. De la logique procédurale, on a une fonction et on va lui dire « travaille sur cette donnée ». Tandis que dans une logique orientée objet, on va dire « et donnée, réalise l'action que je te demande de réaliser ». Et dans le monde qui nous entoure, on va effectivement ça, quand on veut démarrer sa voiture, on va demander à sa voiture de démarrer ou on va tourner à la clé de contact. Lorsqu'on va communiquer avec quelqu'un, effectivement, on va lui demander de réaliser une action. Donc, finalement, c'est deux façons d'exprimer la même chose, mais si je programme en orienté objet, c'est justement, ça je peux le faire en procédure, ça c'est très procédural comme façon de voir, tandis que ici… C'est marrant parce que moi je fais plus de procédural jusqu'à présent, mais j'ai davantage utilisé la méthode que tu montres là. Thierry.display, voilà. Mais et c'est ça qui est d'ailleurs qui est curieux.
Mais je me dis quand même, d'une certaine manière, il y a une perte d'information parce que l'information de classe d'appartenance, elle peut être quand même intéressante pour quelqu'un qui relit le code. Bon, après, c'est juste un mot et un point de plus. Enfin, c'est juste une question comme ça que je me pose parce que je viens de finir le P2 là. Mhm. Et je me dis quand même, quand on relit le code de quelqu'un, c'est pas mal d'avoir l'information de classe. Mais Alors du coup, pour le voilà. coup, l'information sur la classe, on l'a au moment où on crée les objets. Mhm. Est-ce Et que je peux, effectivement, oui, je vous en prie. excusez-moi, juste une façon de tourner la chose aussi, c'est que là, quand on parle, quand on veut faire de la PO orientée objet, ben on va en fait finalement, euh, on va se partir de l'objet, c'est-à-dire Thierry, point, et puis après on y appelle des méthodes. Ça, c'est orienté objet. Et donc, objet qu'on avait instancié à la ligne du dessus en faisant Thierry égale personne, patati. Mhm. Et tandis que si on utilise personne.display, au final, c'est pas vraiment de l'orienté objet, c'est on utilise une classe et ses méthodes pour avoir Mhm. un résultat, mais on n'a pas besoin d'instancier un objet pour arriver à nos fins au final. Oui. Et, Oui, et c'est un alors, peu, on a, c'est redondant, c'est redondant, mais après, enfin, moi, je songe à la charge informative en fait qui accompagne le ouais. code. Pas. Alors Mais on est oui, vraiment dans cette logique oui, si on prend, alors maintenant, si on prend tout, alors dommage qu'il ne soit pas visible, je vais essayer de voir. ouais, il est tout Oh, petit celui-là. Ouais. il est tout petit, mais donc c'est deux façons différentes de voir en système. Euh, les deux sont pas forcément s'opposent pas forcément ou je dirais les deux sont utilisés dans le monde Python dans différents contextes, mais une constante, hein, c'est que le fait de garder les données proches de leurs actions permet d'organiser plus efficacement des systèmes lorsque le code grandit ou que la base de code grandit. Ici, on voit vraiment cette logique, hein, même si on ne voit rien sur le diagramme parce qu'il n'est pas de bonne qualité, c'est que ici, essentiellement, on a des objets. Okay, et en objet student, par exemple, en objet séminaire contrôleur ou autre. Et ces objets vont échanger des messages. Et donc, finalement, à un certain moment, ce qui fait la programmation orientée objet, c'est pas le fait d'utiliser une classe. Il y a plein de gens qui utilisent des classes dans un style très procédural. Ce qui fait la programmation orientée objet, c'est quand on commence à faire collaborer les objets. Et dans cette notion de collaboration, il y a vraiment la notion de un objet va envoyer un message à un autre. Et qu'est-ce que ça veut dire envoyer un message à un objet? Ici, par exemple, l'objet student envoie le message name à cette security truc que je n'arrive pas à lire. Open. Ici, j'en prends une, voilà. Donc, le student va envoyer à séminaire un message is eligible to enroll, par exemple. Et donc, ce message-là, c'est effectivement un appel de méthode is eligible to enroll sur l'objet séminaire. Donc, derrière cette logique de message et d'échange de messages entre les objets, la syntaxe commence à faire un peu plus de sens. Au niveau donc de la programmation orientée objet, la pratique courante va être donc d'appeler ces méthodes de cette manière-là sur l'objet. C'est-à-dire qu'on instancie l'objet. Cette instanciation se passe au niveau de la méthode init qu'on appelle, puisque le constructeur est implicite et qu'on a éliminé ce constructeur new, du coup, on appelle volontiers ce init le constructeur, même si en fait c'est une méthode d'initialisation. Une chose, du coup, que j'ai un peu occultée, c'est que dans le monde Python, ici, effectivement, on fabrique une personne. Cette personne va être passée en premier paramètre de chaque objet, de chaque méthode. Oui, c'est Et comme ça en fait. pour le coup, la personne, ou si la classe s'appelle personne et du coup je passe une personne en premier paramètre, si ma classe ici désigne une voiture, du coup je vais passer une voiture ici en premier paramètre. Et donc, Python a résolu un problème. Plutôt que de chaque fois changer le nom du premier paramètre, ils l'ont nommé self
ce qui signifie l'objet sur lequel on travaille. Et donc, ça, c'est une convention qui est tout le temps utilisée, mais c'est rien de plus qu'une convention. Donc, je ne suis pas obligé de le nommer self, même si 100% des pythonistes le nommeront self ici. Donc, quand je dis c'est pas une obligation, ça veut dire que malgré tout, c'est une obligation forte. C'est donc. On perd en lisibilité, mais c'est. Voilà. Alors, et c'est justement pour ça que je suis passé par toutes ces étapes. Ouais. Pour beaucoup de gens, ce paramètre self est très mystérieux. Mais ce paramètre self, c'est ce qui fait la distinction entre une fonction et une méthode. C'est-à-dire une méthode, c'est rien de plus qu'une fonction en Python, mais une fonction qui va recevoir en premier paramètre l'objet sur lequel elle travaille. Et c'est cette notion d'action apparaît ici. Cette notion d'action apparaît dans ce premier paramètre. Cette action-là va travailler sur l'objet passé à self. Donc ici, cette action display va travailler sur l'objet Thierry. Cette action display va travailler sur l'objet Evelyne. Et donc ici, self va recevoir l'objet Thierry. Et ici, self va recevoir l'objet. Donc on peut personnaliser comme ça. Personne.display, self égale Thierry. Et puis, même chose. Personne.display, self égale Evelyne. C'est plus verbeux, mais c'est pour vraiment vous montrer qu'est-ce qui. Il manque des guillemets. Non, c'est pas. C'est que simplement, j'ai oublié d'exécuter ici. Voilà. Donc là, on a deux notations équivalentes. Une nouvelle fois, ce self égale Thierry est implicite quand on utilise la première syntaxe. Mais c'est important de l'avoir à l'esprit. Ce self va vraiment recevoir systématiquement l'objet sur lequel on travaille. Donc, oui. Excuse-moi Thierry. Du coup, si on enlève l'instanciation qu'on a des deux lignes au niveau de l'avant-dernier bloc. Oui, ici. Là, celui-là. Si on enlève ces instantiations et que sur le dernier bloc, on ne laisse que personne display self Evelyne. Oui. Alors, en fait, on va avoir un retour, mais on n'aura pas créé d'objet. On peut pas. Non, tu es obligé de créer un objet parce que ici, tu es obligé de passer un objet en premier paramètre. Mais notre objet, il sera affiché, mais il ne sera pas manipulable, en fait. On a un retour, mais après, on ne peut plus le manipuler, quoi. Mais init, c'est implicite. C'est quelque chose qui se fait. Le init, il se fait ici. En fait, quand je fais ça, je fais en fait ceci. Python fait. Alors, fait en série égale object point, alors new. Personne. OK. Et ensuite, il fait personne.init. Et en paramètre, il passe Thierry. Et enfin, il passe tout le. Donc, Thierry, et puis il passe tout le reste. Hop. Okay. Donc, en paramètre, donc, ça, c'est ce que fait implicitement Python. Donc, ici, ces deux lignes-là sont strictement équivalentes à la première. Ouais. Donc, d'abord, il crée l'objet de type personne. Et ensuite, il prend cette personne et puis il l'initialise avec les trois paramètres. Je peux exécuter ça et je peux voir que du coup, ça continue à se comporter de la même manière. Mais là, du coup, si on efface toutes ces lignes, enfin qu'on efface ou on commente toutes ces lignes et qu'on ne laisse que, par exemple, la dernière ligne qui est personne. Là, qu'on efface. Là, même ici, là, qu'on commente l'instanciation là, de Evelyne égale personne. D'accord. Et qu'on laisse personne display self égale Thierry, par exemple. Et alors, personne display self égale celle-là. Alors, celle-là, elle va fonctionner quand même, là. Non. Ici, dans mon Jupyter Notebook, ça va fonctionner, mais si je le fais correctement, je suis obligé de redémarrer tout ça. Oula. Je réexécute mon code. Si je n'ai pas instancié Thierry, Thierry n'existe pas. Name Thierry is not defined. Ah, donc en fait, là, la méthode attend un objet.
la méthode attend en objet Instance. à l'intérieur une instance en premier paramètre. Donc, que je mette l'instance ici avant le display ou que je le mette en premier paramètre de personne.display, dans les deux cas, j'ai besoin d'avoir une instantiation préalable. Voilà. Tant que c'est pas instancié, ça n'existe pas, quoi. Voilà, donc du coup, ouais, je comprends pas la notation personne.display en fait, mais du coup, c'est peut-être parce que je viens du PHP. Donc ici, la notation personne.display, en fait, c'est pas une notation, c'est comme ça que travaille Python, c'est-à-dire que cet appel-là va être transformé dans cet appel-là. Et ici, donc du coup, ce display-là va être utilisé, ce self va recevoir cet objet. En PHP ou en Java ou dans d'autres langages, en fait, quand on définit une méthode, on ne met pas ce self. Il est implicite en PHP, il s'appelle this, et on utilise ce this implicitement. C'est-à-dire qu'ici, dans d'autres langages, on écrirait this.nom. This, c'est un petit peu la version comme self, si on veut. C'est cet objet, ou l'objet courant, mais simplement, il n'est pas défini en paramètres. Python a décidé une chose, c'est que explicit is better than implicit. On préfère avoir explicitement ici, savoir que j'ai la possibilité d'avoir ces deux syntaxes, savoir que cette première syntaxe, elle est implicitement transformée dans la deuxième, et puis ici, à la limite, j'utilise celle que je préfère ou celle qui est le plus expressive. Sur les préférences, on peut éventuellement discuter, c'est comme les couleurs, mais sur le mécanisme, c'est effectivement ce mécanisme-là qu'on a, c'est-à-dire qu'on récupère à partir de Thierry, on va récupérer la classe, donc cette classe c'est personne. Sur cette classe personne, il va appeler la méthode display et il va passer Thierry en premier paramètre de display. D'où le self qui va être présent sur chacune de ces méthodes. Si j'enlève ce self ici, il sait plus à quoi se référer. J'aurai un self.display, hop, parce que je n'ai pas recréé les objets, du coup, il ne sait plus quoi. Il va dire que display prend 0 positionné à l'argument, mais il en a reçu 1. En fait, il en a reçu 1 parce que Python a transformé ça en personne.display. Il a voulu passer Thierry en premier paramètre, mais il n'y a pas de paramètre qui est attendu. Donc, il a passé en paramètre, mais 0 paramètre positionnel était attendu. Il est obligé de mettre ce self. Donc, ce self, c'est la personnisation de l'objet lui-même et c'est également ce qui me permet d'accéder aux données qui sont les données de l'instance. Donc, toutes ces données wallet, nom et email ici sont ce qu'on appelle des attributs d'instance, mais du coup, on parlera simplement d'attributs ici, dans notre cas, par opposition aux attributs de classe qui, eux, existeraient au niveau de la classe. Par exemple, ici, on pourrait, dans les attributs de classe, je pourrais avoir le nombre de personnes. Par exemple, number of persons. OK, est égal à 0. Alors, en attribut qui est défini au niveau de la classe, est appelé en attribut de classe. Donc, c'est un attribut comme ça, mais il travaille au niveau de la classe, c'est-à-dire qu'il sera partagé entre toutes les instances. Ici, je peux très bien faire qu'à chaque fois que j'initialise un nouvel objet, je vais faire que self.number of persons soit incrémenté de 1. Et dans mon display, je vais dire, OK, alors plutôt que de mettre le wallet, parce qu'on n'aime pas parler d'argent, on va ici mettre un number of persons. OK. Alors, dans ce cas-là, si je réinstancie, ici, j'ai instancié 2 objets. Donc, dans la première fois qu'il exécute init, donc dans cette première ligne
ici, il va incrémenter de 1 number of persons. Donc, number of persons ici vaudra 1. Maintenant, je crée un deuxième objet, Evelyne, donc init est une nouvelle fois appelé, et du coup, number of persons est incrémenté une nouvelle fois de 1. Mais comme c'est une variable qui est partagée par toutes les instances de la classe, ici, il passe de 1 à 2. Donc, number of persons ici vaut 2. Si je crée un... C'est cumulatif. Mais, d'accord. Ça me rappelle en fait le labyrinthe, là, pour l'avancer dans les cas. Alors, ici, b.org. Et hop. Et du coup, ici, si je fais un display, je vois qu'il y a n'importe quoi, number of persons. Je sais s'il y a self devant. Dans le display, dans la fonction display, il y a self. Non? Non, ça doit jouer self.display. Display, qu'est-ce que j'ai fait de n'importe quoi? Alors, je vais faire ça un peu différemment. Hop. Donc, je vais faire comme ça dans un premier temps. Ouais. Hop. Alors, hop. Je crée mes 3 objets. Et mes 3 objets, oui, exactement. Voilà. Et du coup, cette variable d'instance ici, cet attribut de classe, il est partagé entre tous mes objets Thierry, Evelyne et Guido. Donc, lorsqu'il a été incrémenté 3 fois, qui vaut 3, lorsque je fais le display sur Thierry, Evelyne ou Guido, c'est la même valeur de number of persons qui est affichée, tandis que la valeur de nom, elle, c'est un attribut d'instance. Et donc, du coup, cet attribut nom va varier d'une instance à l'autre. Donc ça, c'est la grande différence entre les attributs d'instance et les attributs de classe. C'est qu'un attribut de classe sera partagé entre toutes les instances de la classe, tandis qu'un attribut d'instance sera spécifique à chacune des classes. Donc voilà pour ces attributs d'instance. Et si on peut faire des attributs d'instance, on peut également faire des attributs de classe. On peut faire également des méthodes de classe. On pourrait faire justement une méthode qui porterait uniquement sur une classe. Par exemple ici, je pourrais entériner le fait que ce qu'on pourrait imaginer pour personne. Par exemple, je voudrais initialiser une personne qui aurait pas de porte-monnaie, par exemple, et je veux créer des méthodes spécifiques. Je pourrais très bien dire wallet égale 0, non? def. Alors, je peux mettre wallet égale 0 ici directement. Ou je peux créer une méthode de classe qui me servirait de factory, par exemple, qui me servirait à créer des objets. Par exemple, si je crée une méthode create ici, dans laquelle, par exemple, je voudrais juste mettre le nom, mais je ne voudrais pas mettre d'email et pas mettre de wallet. Alors, c'est très artificiel, puisque ici, il me suffirait de mettre un chaîne vide, et je peux faire la même chose avec le init. Mais une méthode et pardon, le number of person, il ne faut pas le mettre en majuscule? Non. Non. Même si Céline dit le contraire dans son cours. Alors, il ne faut pas le mettre en majuscule. Ce qu'il faut mettre en majuscule en Python, c'est les constantes. Or, ici, il ne s'agit pas d'une constante, puisque number of person va prendre successivement la valeur 1, la valeur 2 et la valeur 3. Donc, je le mettrai en majuscule personnellement si j'ai une constante. Par exemple, dans son cours, et du coup, on peut aborder un petit peu la même chose dans le cours. Je ne sais pas si vous êtes arrivé jusqu'à l'endroit où elle définit la classe zone. Donc, cette classe de zone va
va découper la surface du globe dans des carrés. Donc, le globe va être couvert de petits carrés. Et ces carrés sont des zones qui sont délimitées par des zones de latitude et de longitude en degrés à chaque fois. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle définit une variable de min longitude, par exemple, longitude en degrés. OK. Et puis, donc la longitude minimale, c'est moins 180 degrés. Ici, il s'agit bien d'une constante. C'est-à-dire que la longitude minimale, c'est toujours moins 180 degrés, quoi qu'il arrive. Tandis que la longitude maximale, ça c'est une donnée géographique, longitude maximale en degrés, c'est toujours 180 degrés. Donc, ici, j'ai une donnée qui n'est pas appelée à être modifiée. Donc, par convention, en Python, on utilise les majuscules pour représenter toute donnée qui est censée être une constante, c'est-à-dire qui n'est pas censée être modifiée. En Python, on procède pratiquement toujours par convention. Donc, ici, bien sûr, il n'y a rien qui m'empêche d'aller modifier cette valeur de min longitude en degrés. Mais en tant que développeur, ici, si je vois que c'est des majuscules, je ne vais pas essayer d'aller le modifier. Céline a mis dans son cours une citation de Guido van Rossum qui dit qu'en Python, on est entre adultes consentants. C'est-à-dire que si j'ai envie de me tirer une balle dans le pied et d'aller moi-même modifier une constante, personne ne va m'en empêcher. Ils vont me dire bravo, fais-le, mais reste dans ton coin. Et puis moi, je ne vais pas utiliser ton code parce qu'il est très probable que ton code va casser dès qu'on modifiera quelque chose. Mais tu peux le faire. Donc ici, il est important d'avoir des conventions qui nous disent ouais, ça c'est une constante, tandis que ça, c'est une variable. Les constantes, en fait, quand tu parles de convention, j'imagine que ça rejoint des choses assez communes, du style à un angle droit, c'est 90 degrés. Personne ne va s'amuser à. Enfin, tu vois, j'imagine les conventions, ça renvoie à ça aussi, j'imagine. Alors, parfois, tu peux aussi certainement l'interpréter. Par exemple, dans le labyrinthe, le nombre de sprites sur le. C'est 15 et voilà. C'est pas forcément une constante, tu peux dire que ça a changé. Et c'est que c'est pas forcément une constante universelle, mais c'est une constante qui n'est pas appelée à changer dans le contexte de ton programme. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu démarres ton programme et le moment où il va stopper, cette donnée va pas être, on va pas lui affecter une nouvelle valeur. On l'a initialisée une fois à une valeur et on va pas la changer. Ce qui n'est pas le cas ici. Number of person, je vais l'incrémenter à chaque fois que je crée une nouvelle personne. Oui, parce que c'est une donnée dynamique. Voilà. Thierry, oui. Juste pour pointer justement cet attribut, c'est toujours le nom de la classe point la variable ou on aurait directement pu... Alors, c'est le nom de la classe point la variable. Il se trouve qu'on n'aime pas tellement écrire le nom de la classe ici. Pour une raison bien simple, c'est que si je décide de modifier le nom de la classe, pour une raison X ou Y, je vais devoir chercher dans ma classe ici et modifier également ici, et modifier également ici. Pour l'instant, ma classe fait 16 lignes, ce n'est pas trop un problème, mais sur certains codes, c'est beaucoup plus long. Et il pourrait typiquement y avoir plus d'éléments. Donc, plutôt que personne, on peut très bien faire, alors, le nom de la classe s'obtient à l'aide de type. Donc, la fonction type, si on lui passe le self, ça va nous retourner la classe de self. Et même chose ici. Type de self me donne la classe qui a servi à définir mon objet. Et donc, de cette manière-là, type de self, c'est la classe.
Donc, de cette manière-là, on n'a pas besoin d'écrire explicitement. Alors, quand on ne modifie pas une donnée, on peut se permettre, ici, d'écrire self. Pour autant qu'il n'existe pas, ici, dans les attributs d'instance, également si j'écris ici number of persons égale 0, par exemple, ici, en passant par self, c'est celui-là que j'ai modifié et pas celui-là. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une collision. Par contre, je sais que si jamais il y avait en self.number of person, je pourrais trier en accédant soit à self number of person, soit à type self number of person. Ici, avec type self, j'accède à l'attribut de classe, tandis qu'avec self, j'accède au potentiel attribut d'instance. Et ici, c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas fonctionné avant, j'ai fait ça. Number of person, self.number of person plus égal à 1. Donc, ça, c'est équivalent à ça. Et quand on fait ça du côté gauche dans égal, ça va me créer une variable d'instance. C'est pour ça qu'avant, j'ai créé une variable d'instance qui était égale à 0 plus 1. Et c'est pour ça que ça me retournait 1 tout le temps. Donc ici, si je veux faire ça, je suis obligé de faire type de self égale self number ou en raccourci plus égale à 1, ce qui est un petit peu plus court. Et du coup, en faisant ça, je suis certain que ça fonctionne et le mécanisme est approprié et fonctionne. Donc ici, on voit que ça fonctionnera dans tous les cas, tandis que si je m'habitue à mettre self. L'attribut de classe, il y a des contextes où ça va poser des problèmes. Donc, on ne pourrait pas faire CLS, point number of person. Alors, le problème, c'est que CLS n'existe pas. D'accord. Okay. Donc, oui, je peux faire CLS égale type self, et bien après, le faire. Mais cette variable CLS, c'est qu'une variable, comme d'ailleurs, ici, self n'est qu'en paramètre, donc techniquement, c'est une étiquette, une variable qui me sert à accéder à l'objet qui est passé en premier paramètre. Donc, tout est explicite. Et là, c'est clair que par rapport à certains langages, le côté explicite rend les choses aussi plus lisibles, mais quand on vient dans notre langage, ça demande aussi le temps de s'y habituer et de s'habituer au fait que, voilà, si c'est défini nulle part, c'est que ça n'existe pas. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais. Mais des fois, c'est casse-pied hein, quand même. Hein, Casse-pied peut-être, mais pas une mauvaise chose. Non, voilà. c'est pas une mauvaise chose. Donc maintenant, on a ici vu qu'on pouvait définir un attribut dans la classe, mais un attribut également dans l'instance, et qu'on pouvait avoir les méthodes qui étaient directement disponibles dans notre classe. Et du coup, ça permet de grouper données et actions dans une même entité. On a vu également différentes variations équivalentes dans les appels pour essayer de comprendre les mécanismes qui sont mis en jeu. Une autre chose qui apparaît dans le cours, c'est la notion... Thierry, oui. J'ai pas bien compris pourquoi on ne peut pas mettre self number of person plus égale 1 et on est obligé de mettre type self. Alors, si on fait... Alors, répétons le truc. Donc, self égale 1, number of person égale 1. Donc, cette notation-là veut dire la chose suivante. Ça veut dire self number of person égale self number of person plus 1. OK? Alors, ici, self number of person va aller chercher, la première fois que je l'exécute, va aller chercher cette valeur-là, qui vaut 0. Je vais lui additionner 1. Ça vaudra 1. Donc, tout ça vaut 1.
Et ici, lorsque je fais self.numberofperson égale 1, je vais créer un attribut de classe dans self, un nouvel attribut de classe qui s'appelle numberofperson et qui va recevoir la valeur 1. D'accord. Donc, à ce moment-là, de la même manière que là, self.email égale email, j'ai créé une variable d'instance qui s'appelle email. Ici, self.numberofperson, j'ai créé une variable d'instance qui s'appelle numberofperson. Donc, en fait, si je veux accéder avec self à un attribut de classe, je ne peux pas le faire à gauche du signe égal. Ok. Parce que si je le fais à gauche d'un signe égal, je vais en fait créer un véritable attribut d'instance. Donc, si je décide de le faire, je suis obligé soit de mettre explicitement personne, soit de mettre, si je ne veux pas être explicite, de mettre type self pour pouvoir y accéder. Ouais. Je pense que person.numberofperson, c'est bien quand même. Person.numberofperson, c'est bien, Là, sérieux, mais une nouvelle c'est fois, bien. pour avoir dû parfois traquer le nom de la personne, le nom de la classe partout au sein de la classe elle-même, ça peut être en problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise le self, parce que du coup, si je décide de plus appeler ça personne, ok, mais pour revenir, je décide de l'appeler agent. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé agent dans le cours. Du coup, là, si j'avais personne, ouais, non, ça serait, je suis bon pour aller modifier agent, rébarbatif. etc. Ouais. Bon, après, en général, quand on choisit le nom d'une classe, on le fait de manière assez C'est vrai. informative. Ça ne s'est pas amené à être modifié comme ça. Mais, C'est vrai, mais je dirais que c'est surtout vrai quand on a commencé à committer, qu'on a déjà un code qui fonctionne. Mais parfois, dans les premières phases du développement, on est plus à expérimenter. Et puis, effectivement, si on décide de changer en nom de classe, on va essayer. Alors, bien sûr, nos éditeurs de texte ont des fonctionnalités qui permettront d'éviter et de pouvoir faire un find and replace. Mais malgré tout, on l'a tous fait dans notre carrière. Par exemple, aller modifier un rapport où on a vu qu'on a mis un terme faux, puis on fait dans Word, on fait en search and replace, puis on trouve que on n'a pas tout modifié parce qu'une fois il était en minuscule et pas en majuscule, etc. Donc, en fait, on prend toujours en risque. On prend toujours en risque quand on fait ce genre de choses. Ou alors, il y a la nécessité vraiment d'aller auditer ce qu'on a fait et puis de vérifier qu'on a bien fait correctement. Et c'est clair qu'de manière générale, si on peut faciliter le refactoring et le fait de remodifier des choses, il faut que ce soit contexte insensitive, quoi. C'est ça le but, quoi. Tant que possible. Mais ici, en l'occurrence, pour Self, effectivement, c'est une convention tellement répandue que, par exemple, tous les tutos officiels sur Python, hein, c'est-à-dire dans la doc, l'utilisent. Tout le monde, même en fait la plupart des gens, ignorent même que c'est une convention. C'est-à-dire que en Python, on présente qu'il faut mettre self en premier paramètre d'une méthode pour le faire, alors que c'est pas vrai, il faut pas, c'est une convention, mais donc du coup c'est tellement répandu que ce serait très déstabilisant, je pense, pour les lecteurs du code si du coup quelqu'un décidait d'aller mettre des is partout ou décidait d'aller mettre autre chose. Donc voilà pour les mécanismes fondamentaux. Après, justement, donc là, on a déjà touché à pratiquement 70% de la programmation, enfin, ou du fonctionnement d'une classe. Et déjà avec ça, on peut aborder le P3 avec une certaine confiance. On n'a pas tout vu, mais on a vu pas mal de choses. Le reste, c'est des spécialités. Alors, puisque je vois qu'il me reste 15 minutes, je vais étendre, mais je vais devoir, s'il y a des gens qui devaient nous rejoindre, je vais malheureusement fermer le meeting, comme ça mon étudiant de soutenance, il entre pas parmi nous tous et ça le déstabiliserait. Voilà. Donc, à ce niveau-là, les autres éléments qu'on a à apprendre, par exemple, c'est l'utilisation des propriétés, des properties. En effet, dans le cours,
nous avons vu l'usage du décorateur @property. Et c'est quelque chose qui est assez particulier et que je veux essayer de mettre en avant ici. Alors, @property, il est vu dans le cours, dans le contexte, par exemple, de la classe position. Alors, cette classe position, elle va décrire la position, une position sur le globe, et une position sur le globe est déterminée à l'aide d'une latitude et d'une longitude. Okay, donc la latitude va me donner la position horizontale, c'est-à-dire qu'une latitude de 0 degré, je serai à l'équateur, tandis qu'une latitude de 90 degrés, je serai au pôle Nord. Pour la longitude, elle va varier entre moins 180 et 180, donc je vais faire le tour du globe verticalement. Donc ici, notre position, c'est donc ici, je crée une classe position, je crée notre méthode d'initialisation, exactement de la même manière que pour la personne, et on va créer une donnée qui a une latitude et une longitude. Et du coup, pour créer mes variables d'instance, j'aurai self.latitude égale latitude et self.longitude égale longitude. Voilà. Par défaut, en tout cas, lorsqu'on a parlé de latitude qui commençait à 0 degré, qui terminait à 90 degrés, enfin, qui varie entre moins 90 et 90 degrés, ici, donc j'ai évidemment une latitude en degrés. Donc, je peux éventuellement le préciser de cette manière-là pour Mais là aussi, c'est une convention. Excuse-moi, je t'interromps Thierry, Oui. mais enfin, latitude et longitude, ça aussi, c'est une convention. En général, c'est 3 digits, 3 digits, point, 3 digits, enfin, je ne sais plus exactement. Mais ça aussi, ça relève de la convention. Alors, exactement, ça relève de la convention. Et en fait, ça va dépendre de où proviennent nos données, effectivement. Donc, dans le contexte du cours qui est présenté, nos données viennent d'un fichier JSON, ce fichier agent 100k.json, où les personnes sont situées en termes de latitude et de longitude à l'aide de données en degrés. Donc ici, bien sûr, je n'ai pas le choix, mes données étant des latitudes et des longitudes en degrés, je suis obligé de les stocker en degrés. Enfin, je les ai en degrés. L'idée, ici, c'est que je voudrais éventuellement avoir le choix. Comme tu as dit, c'est une histoire de convention. Alors peut-être que moi, je vais vouloir utiliser la latitude et la longitude en degrés, mais quelqu'un d'autre qui va faire des analyses sur mes objets pourrait vouloir le faire avec des radians. Donc une autre unité pour les angles. L'avantage des radians, c'est lorsqu'on multiplie en angle radian par le rayon de la Terre, en fait l'arc de cercle que ça génère, ça me donne directement la distance en kilomètres de cet arc de cercle. Ça me donne directement le périmètre de l'arc de cercle. Donc, quand on veut calculer des distances ou des surfaces sur le globe, on a meilleur temps, ou on a avantage, pardon, à travailler en radians. Mais l'idée, ici, c'est précisément que certains de mes étudiants sont perdus dans ce cours parce qu'ils ne savent pas ce que c'est les radians, ce qui est, je vous rassure, est absolument pas un problème. Donc, l'idée de ce cours, c'est d'apprendre à utiliser la programmation orientée objet et de ne pas forcément faire des mathématiques ou des conversions. Mais le point est le suivant. Imaginons qu'on veut créer une classe position où j'ai à la fois la possibilité d'accéder à la latitude et la longitude en degrés, et à la fois j'ai la possibilité de le faire en gradient. Une possibilité naïve est donc de faire exactement ça. Je duplique cette information, et ici, je décide de présenter également l'info en radian.
Est-ce que vous voyez les limites de cette façon de faire? Ça n'indique pas l'indice de conversion. Alors, alors, imaginons que je l'ai converti déjà moi-même, donc, mais ça n'indique pas l'indice de conversion. Je pourrais très bien demander ici 2 arguments supplémentaires avec radian et radian. Je pourrais ici effectivement faire le calcul. Donc, on a raison. Hop, alors, je prends la latitude en degrés, je multiplie par math.pi. Donc, pour ça, il faut que j'importe, mettons que j'importe le module math de la bibliothèque standard. Ouais. Donc, fois pi est divisé par 180. Ça, c'est le facteur de conversion entre les radians et les degrés. Je peux faire ça ici aussi. Degrés. Donc, je pourrais évidemment faire ça. Et à partir de là, je peux instancier une position. Alors ici, classe position. En Suisse, on est à plus ou moins 45 degrés et puis environ 7 degrés en longitude, juste pour avoir un ordre de magnitude. Donc ici, je pourrais faire ensuite P latitude degrés. Et puis ici, j'ai mon angle de 45 degrés. Ou alors, je pourrais faire ça en radian. Et donc, radian, j'ai 0,78 en radian. Okay, donc, c'est juste l'unité qui a changé. Ce qui peut se passer de mauvais ici, c'est que je décide de faire ça. Par exemple, maintenant, je décide que je veux prendre ma position et que je veux changer sa latitude. Alors, la latitude, je vais prendre en degrés. Et sa latitude qui était originalement de 45 degrés, je vais la passer à 60 degrés. Ici, malgré ça, si j'affiche l'angle en radian, donc latitude radian, latitude radian, comme ça, j'ai toujours mes 68 degrés, 0,78 degrés radians. Donc, le fait que j'ai augmenté les radians en degrés, je n'ai pas modifié les latitudes en gradient. Du coup, je me retrouve avec des données qui sont différentes et inconsistantes entre la latitude en degrés et la latitude en radians. C'est comme une fonction, non, là, ce qu'on est en train de faire, là, la conversion. Pour l'instant, ce n'est pas comme une fonction. J'ai modifié les données en dur. En fait, j'ai dupliqué les données. Ouais, et le danger, si on fait ça, c'est que si je modifie latitude en degrés, je suis obligé, après, d'aller également modifier ou mettre à jour la valeur en radian pour que ce soit correct. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Latitude degrés is not defined. Degrés. Ouais. Hop. P. Bon, latitude degrés. Voilà. Donc, pour chaque fois que je modifie la latitude en degrés, je suis obligé d'aller mettre à jour la latitude en radian. Donc, ceci n'est pas la bonne approche puisque je duplique l'information et du coup, quand je fais une modification, je suis obligé d'aller modifier, mettre à jour à 2 fois plus d'endroits que nécessaire. Donc, l'idée, c'est d'avoir un calcul dynamique de la latitude en radian. Et c'est là qu'interviennent les properties. Alors, plutôt que d'avoir un attribut d'instance qui s'appelle latitude radian, ce que je vais introduire, c'est une méthode qui s'appelle latitude radian ici. Une méthode, donc, ça prend notre self. Et ici, je vais retourner return self latitude degré fois math.pi divisé par 180. Alors ici,
la méthode, finalement, me sert à calculer dynamiquement la latitude en radians sur la base de la latitude en degrés. Et du coup, comme ça, je ne duplique pas l'information. Si je modifie la latitude en degrés, j'aurai directement accès à la latitude en radians de cette manière. Donc, je vais devoir l'appeler comme une méthode, mais j'aurai la latitude en radians qui est mise à jour sans que j'ai rien besoin de faire. C'est donc une sorte d'attribut dynamique, mais comme vous l'avez bien vu, ce n'est pas un attribut, c'est une méthode. Donc, moi, ça m'embête d'appeler la latitude degrés comme un attribut, et puis du coup, latitude radian, je l'appelle comme une méthode. Donc, comment en faire que je garde le côté dynamique de la méthode, mais qu'en fait, là, je simule le fait qu'on a en attribut. En fait, c'est à ça que servent les propriétés. Les propriétés servent, je définis une méthode qui fait ce que je veux de manière dynamique, et ensuite, je veux dire, et méthode, transforme-toi en attribut. Alors, pour faire ça, on met juste en @property, c'est une technique qu'on appelle le décorateur, qui va transformer cette méthode dans ce qu'on appelle une propriété. Et une propriété, c'est un attribut calculé dynamiquement. Alors ici, le fait que j'ai utilisé ce @property suffit à me permettre d'enlever les parenthèses ici, et ainsi de pouvoir, ici, appeler la latitude en radians exactement de la même manière que je le fais pour la latitude en degrés. Et de cette manière, si je modifie, alors je prends ici, si je modifie la latitude en degrés, la latitude en gradient va également être modifiée à chaque fois. Donc voilà pour l'intérêt des properties. On utilise les properties à chaque fois qu'on veut calculer un attribut dynamiquement à partir d'un autre attribut. De ce fait, on va éviter de dupliquer l'information, de faire exactement ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire plutôt que d'avoir quelque chose de dynamique, j'ai en réel attribut latitude radian, et chaque fois que je le mets à jour, je suis obligé d'aller mettre aussi à jour tous les attributs qui en dépendent, donc l'attribut en radian. Et donc ceci permet de simuler un attribut, mais en fait, lui donner le comportement d'une méthode. Et ça, c'est quelque chose qui existe en Python ou peut-être dans d'autres langages comme CDS, mais dans très peu de langages au final. Et on se rend compte que ça contribue à beaucoup de lisibilité, vu que pour l'utilisateur, latitude et radian ou latitude degré, c'est exactement la même chose. L'utilisateur ne voit absolument pas la différence à ce niveau-là. Il n'y a que le concepteur de la classe qui sait que latitude radian est une property et que latitude degré est un réel attribut d'instance. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur les attributs et les propriétés. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Oui, là, si on veut introduire également la longitude, est-ce que dans ton exemple @property, on peut mettre def radian, self, virgule, latitude, longitude, et ensuite return, self, latitude, degré, multiplié par mat.pi. Ici, par exemple, si je Tu vois ce que je veux dire? voulais... Parce que là, il manque la longitude, donc je me disais, est-ce qu'on peut mettre la latitude et la longitude en paramètres? Et ensuite, Ici, tu dis, ou ici? ah là, oui, à radian. Donc C'est-à-dire, ici, on enlève latitude. sur une propriété, il faut que la property ne prenne pas de paramètres. D'accord, ok. Donc, si Il on faut veut faire que... 2 fois. En effet, parce que ce que tu veux, toi, c'est que cette latitude-là, on veut justement pas l'appeler comme une méthode. Alors, tu pourrais, si tu veux passer des méthodes, en faire une méthode. Mais si justement, je ne veux pas en faire une méthode, mais je veux l'appeler comme une sorte de pseudo-attribut, justement, ce que je veux, moi, c'est supprimer l'appel. Or, si je voulais passer des valeurs ici, je devrais pouvoir
Donc, je devrais pouvoir passer des arguments. Et dans ce cas, là, ça devient un appel de méthode classique. Donc, c'est plus réellement une property. Donc, justement, l'intérêt de la property, c'est de prétendre que j'ai un attribut, alors qu'en fait, j'ai une méthode. Et c'est tout l'intérêt des properties ici. Après, dans ce que demanderait Steph, ouais, pardon. Il serait possible d'appeler la fonction finalement juste radian et puis de retourner un tuple avec la latitude et longitude convertis en radian. Et au final, l'appel de propriété retournerait un tuple avec les deux valeurs. Alors oui, maintenant je peux aussi, effectivement, on pourrait avoir par exemple ici coordinates, par exemple radiant, même chose. Et puis je fais un return de self.latitude radian, ok, virgule self.longitude radian. Donc ici, il faut pour le coup que je définisse une property ici également self, donc longitude radian. Et puis donc du coup, je calcule ça à partir de la longitude en degrés également, donc avec le même calcul. Et puis ici, je peux donc ici avec property avoir ça. Donc si on fait ce genre de choses, hop. Alors là, j'ai la latitude en degrés. Maintenant, j'affiche la latitude en radians, mais je peux très bien après avoir coordinates radians. Et puis, ça va me retourner les deux sous forme d'un tuple. Je peux même lat et puis lng égale, et puis les avoir récupérés, les deux en une fois. Donc effectivement, ici, on est vraiment libre dans le calcul dynamique qu'on fait. Et ici, dans cette property-là, j'utilise même les autres properties. Self.latitude, je n'ai pas fait ceci, mais j'ai effectivement utilisé ces deux-là pour retourner les coordonnées. Si je veux offrir la possibilité à mes utilisateurs de récupérer en une fois la latitude et la longitude, pourquoi pas utiliser effectivement un truc qui s'appelle coordonnées et qui permettrait de travailler avec les deux coordonnées en même temps. Ok. Donc, ça répond à ma question, voilà. C'est bien. Parfait. Alors, j'avais mal compris. Est-ce qu'il y a… Alors, j'ai le temps pour une dernière question. Ensuite de quoi, ce que je ferai, c'est que je publierai déjà la vidéo pour ceux qui auront envie de revenir sur des points en particulier. Et ce que j'essaierai de faire, c'est avant mon départ en vacances le 16 juillet, essayer de refaire quelque chose comme aujourd'hui, mais pour aller sur la suite, sur la partie héritage et sur la partie réellement du cours, la deuxième partie du cours. J'espère qu'aujourd'hui, en tout cas, j'aurais pu clarifier certains points. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Donc, pour les personnes qui sont aussi qui sont vraiment actuellement sur le P3 et qui voudraient également un petit coup de main sur Pygame, lundi à 20h, je ferai le même type de webinaire, mais cette fois, je prendrai le cours sur Pygame et j'avancerai pas par pas là-dessus. Donc, si jamais vous avez déjà essayé Pygame ou si pas encore essayé, mais vous voudriez voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas. Il y aura aussi un replay. Et tous les replays, vous pouvez le noter, sont directement accessibles sur http webinaire au pluriel .chapuis.net. Ça vous mène simplement sur une page YouTube où je mets les webinaires et donc vous pouvez y accéder librement ensuite. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas là lundi, pour Pygame par exemple, de simplement d'y accéder et de le retrouver là-bas.
Super, merci. C'est possible d'avoir des notifications de tes nouveaux webinaires, je sais pas, par mail ou... Alors, moi, j'essaye je les annonce en général sur le Discord, vu que je suis surtout sur le Discord, ainsi Oui. qu'en général sur le Workplace. En principe, si tu me suis sur Workplace, par exemple, quand je poste quelque chose, tu dois être normalement notifié. Je ne suis pas sûr, mais Oui, en principe, ça se passe comme ça. ok. Voilà. Bon, bah merci Alors, beaucoup. bonne soirée à tous, bon week-end, Merci, profitez bonne bien de la soirée. chaleur et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.